La growing machine dont tu parles souvent. Ah, la growing machine, the growing machine. Non souvent entendu, mais que finalement peu savent décrire exactement. Donc je vais essayer de faire cet exercice. La growing machine, c'est un ensemble de bonnes pratiques, de petites bonnes pratiques, mais qui sont indispensables pour que tout fonctionne. Autre angle d'attaque, c'est la différence entre l'artisanat et le professionnalisme. Il y a des artisans qui font du super boulot, des superbes choses. Le problème, c'est que bien souvent, c'est des pièces uniques. Et donc, ils ne savent pas toujours la reproduire à l'identique. Et donc, le résultat n'est jamais garanti. L'application de la growing machine fait que la réussite n'est pas une surprise. C'est une conséquence de l'application de tous les systèmes qui ont été mis en amont. Ça, je dirais, la vision globale de la growing machine. Et en entreprise, puisque tu vends ça en entreprise, en Oui, fait, oui. quelle est, la growing machine répond en fait à quelle problématique principale dans les petites entreprises où tu interviens? C'est en fait l'expérimentation. L'expérimentation, elle a, comment dire, dans pas mal d'entreprises, les gens font le métier par habitude, parce qu'on a toujours fait comme ça. Ça, c'est la première cause qui est un peu désastreuse, parce qu'effectivement, ben, comme dit l'adage, si on fait toujours ce qu'on a toujours fait, on a toujours ce qu'on a toujours eu. Et moi, j'aime bien rajouter avec un petit peu moins, parce qu'avec le temps, ben, on s'use, les pratiques sont de moins en moins adaptées, et donc les résultats sont de moins en moins bons. Il y a une frustration immense quand j'entends les gens qui me disent « j'ai toujours fait comme ça, avant ça marchait, et maintenant ça ne marche plus ». Et donc ça, c'est une résultante. Donc il faut être attentif à ça. Mais ce qu'il y a surtout, c'est que quand on applique les choses de façon répétitive, avec le temps, et ça c'est l'être humain qui est comme ça, c'est un peu le retour dans la zone de confort, on retire au fur et à mesure tout ce qui est inconfortable. Et on essaie de trouver des astuces qui permettent d'essayer de pallier ce côté inconfortable, parce que quand on le fait, généralement, on est conscient qu'on le fait. Hein. Au moment même où on le fait, on est conscient qu'on le fait, on sait qu'on ne doit pas le faire, mais on le fait quand même. Et avec le temps, ce sentiment de culpabilité qu'on peut avoir au départ, ben, il disparaît. Soyons plus concrets, parce que je pense que c'est comme ça qu'il faut le faire. La prospection. Dans toute entreprise commerciale de ce nom, il faut faire de la prospection. C'est de l'acquisition de leads et le développement de clients. Alors, comment est-ce qu'on fait de la prospection? Ben, on se débrouille pour avoir un fichier de prospects, et puis il faut contacter ces gens. Et si on prend la prospection de base, le meilleur moyen, ben, c'est de contacter les gens en live. C'est de les voir de visu. Même avec toutes les technologies qu'on a maintenant de communication et autres qui sont hyper développées, ben, il n'y a rien qui peut remplacer le face-to-face. Si moi je parle de la growing machine dans un bouquin ou dans un mail, ça n'aura pas le même impact que ce que je fais maintenant. Et ça a encore moins d'impact que si je parviens à en parler avec quelqu'un en direct. Là, c'est la même chose en prospection. Donc il faut finalement, le plus efficace, c'est du face-to-face. Mais comme c'est contraignant, c'est confrontant, ben, on essaie de trouver des astuces qui nous permettent de nous conforter dans le fait qu'on fait quand même de la prospection, mais en enlevant le côté inconfortable qui est du contact direct, qui d'ailleurs pour un commercial se fait d'ailleurs par téléphone encore toujours. C'est assez magique, parce qu'on ne téléphone plus, hein, on fait de plus en plus d'SMS, de WhatsApp, de mails, tout ce qu'on veut, mais on a un peu enlevé la fonction téléphone. Et c'est assez marrant, parce que quand j'ai des gens qui me disent « moi j'ai pas assez de résultats, j'ai pas assez de leads », souvent, sous forme de boutade, je dis « tu sais, c'est formidable, parce que ton téléphone, si tu reçois des appels pour du business, ben c'est très simple, il y a deux fonctions dans le téléphone. Il reçoit des appels, il peut aussi en émettre. » Là, j'ai une question. Je te vois parfois, parce que mon téléphone ne reçoit pas ces appels, à mon avis, ils ont compris. Mais je t'entends parfois recevoir des appels de commerciaux, style vendeur de vin, de bazar, et tu es le premier à leur couper, claquer et à éteindre. Donc, comment faire alors pour justifier qu'on fait de la prospection par téléphone, alors que bien souvent, en tant que toi-même consommateur, tu veux pas? Donc, comment tu vas expliquer ça? En fait, c'est excellente question, diraient les politiciens. Non, mais vraiment. Moi, ce qui me surprend quand on me prospecte, c'est d'abord que je pense que les gens ne s'y prennent pas de la bonne manière quand ils font ça. On sent que c'est un script, et on sent surtout que c'est orienté. Je
pense que ce qui manque surtout dans les approches de prospection en général, hein, soit physique ou téléphonique, c'est l'aspect humain des choses. Et je suivais encore une grosse boîte il n'y a pas longtemps qui a fait une grande convention, qui est occupée à la faire d'ailleurs pour le moment, et qui met tout sous l'aspect humain. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut jouer. Et donc quand on a quelqu'un au téléphone qui ne te pose pas des questions sur toi, c'est mal foutu déjà. Et tu sens vraiment que c'est orienté business, c'est orienté produit, voilà. Si on veut décortiquer ça avec des termes commerciaux, de formation commerciale, c'est de la vente orientée produit, au lieu, en lieu et place de la vente orientée client. Et ça, aujourd'hui, ça ne marche plus du tout. Ça irrite directement, ce qui est le cas avec moi, et c'est foutu. Parce que quand les gens le font bien, ce qui arrive des fois, hein, mais je prends plaisir à jouer. D'ailleurs, j'ai un jour recruté quelqu'un qui avait essayé de me vendre du vin par téléphone. C'est assez marrant, c'est une anecdote super. La personne essaye, et je trouve qu'elle fait ça bien. Et à un moment, je lui dis, mais est-ce que vous avez jamais pensé vendre autre chose que du vin pour gagner mieux votre vie? J'ai senti qu'en fait, la personne regardait sur son catalogue de questions à poser, et ça, elle ne le trouvait pas, évidemment. Et donc, elle se dit, mais avec quoi est-ce qui se passe maintenant? Et j'ai recruté cette personne, alors que ça n'a pas fonctionné pour diverses autres raisons, plus organisationnelles qu'autre chose. Mais j'avais réussi à inverser le truc, et c'est moi qui l'ai recruté par téléphone, alors qu'elle était là pour me vendre quelque chose. Et ça, c'est vraiment la raison pour laquelle je trouve qu'on prend mal les choses au départ. Mais de nouveau, je pense qu'il n'y a pas de système. Il y a des systèmes, il n'y a pas de suite dans ces systèmes. Moi, quand je parle de growing machine, par exemple, c'est un ensemble de systèmes qu'il faut pouvoir mettre en place. C'est-à-dire que chaque fois qu'on fait quelque chose, une action, est très simple, hein, ça a du sens parce qu'il y en a une autre qui suit juste après, qui complète celle-là. Et puis comme ça, c'est ça la growing machine. C'est une chaîne de vélo. Et un maillon d'une chaîne de vélo, ça ne représente rien, ça pèse 3 grammes, mais si on enlève le maillon, ou si on met un maillon faible, moins résistant que les autres, ben la chaîne casse et tout l'ensemble s'arrête. Et en fait, c'est ça la vision de la growing machine. Merci. Avec plaisir.